Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Comme je l'avais laissé entendre dans mon émission de la semaine dernière, le président turc Recep Tayyip Erdogan a démenti les médias occidentaux et les analystes de salons parisiens ou londoniens qui, prenant sans doute leur désir pour des réalités, avaient parié sur sa défaite électorale. La victoire de son parti aux législatives du 14 mai et sa réélection au second tour de l'élection présidentielle, dimanche dernier, vont sans nul doute aggraver les problèmes de l'Union européenne, déjà confrontée à la guerre avec le frère jumeau en politique du président turc, le président russe Vladimir Poutine. J'ai utilisé le terme de frère jumeau. Effectivement, on ne peut qu'être frappé par la ressemblance de ces deux autocrates, tant du point de vue personnalité que du point de vue itinéraire politique. Recep Tayyip Erdogan naquit le 26 février 1954 à Beyoğlu, à Istanbul, en fait, dans la province d'Istanbul. Vladimir Poutine, quant à lui, naquit un an et demi plus tôt, le 7 octobre 1952, à Leningrad, redevenu de nos jours Saint-Pétersbourg. Tous les deux appartiennent donc à la même génération. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan affichent des personnalités et des parcours d'une troublante similitude. Tous deux sont issus de la classe moyenne. Tous deux ont effectué des études sans éclat particulier. L'un et l'autre vont bâtir leur carrière politique dans l'ancienne capitale impériale de leur pays et dès le début de leur carrière respective, il est possible de détecter les indices de leur ambition politique naissante. Tous deux ont assumé les plus hautes responsabilités de l'État durant la même période. Poutine est devenu Premier ministre en 1999, puis président de la Fédération de Russie en 2000. Erdogan, quant à lui, est devenu Premier ministre de Turquie en 2003, puis président de la République turque en 2014. Forts de leur charisme et de leur énergie, ils ont été élus et réélus au départ dans des conditions tout à fait démocratiques, mais ils n'ont eu de cesse, au fil des ans, de renforcer leur autorité et leur pouvoir personnel, tout en tentant d'écraser les oppositions puissantes qu'ils ont suscitées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur pays. L'un et l'autre sont passés maîtres dans la réécriture magnifiée d'une histoire présentée comme glorieuse des deux grands empires dont la Russie et la Turquie sont les héritières, l'empire des tsars et l'empire ottoman. Tous deux n'ont eu de cesse que d'essayer de restaurer la grandeur mythique de ces deux empires et de jouer le rôle pour leur peuple des tsars et des sultans du passé. Ce n'est pas pour rien que l'on qualifie souvent Poutine de nouveau tsar et Erdogan de néo-sultan. Les empires russes et turcs se sont affrontés pendant 5 siècles de part et d'autre de la mer Noire. La Russie a continuellement empiété sur les terres qui relevaient jadis de la suzeraineté de l'Empire ottoman, Crimée et Caucase par exemple. L'Empire russe et l'Empire ottoman se sont désintégrés à l'issue de la Première Guerre mondiale sous les coups infligés par les démocraties occidentales avant de se rétablir dans la douleur au terme de terribles guerres civiles qui perdureront jusqu'en 1923. Après le génocide perpétré contre les Arméniens à la fin de l'Empire ottoman, les Grecs de l'actuelle Turquie ont fait les frais de l'édification de la jeune République turque
par Mustafa Kemal, qui devait ensuite se faire appeler Kemal Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs. Je rappelle que les Grecs de Turquie ont également été victimes d'un génocide, même si le terme n'est pas utilisé à leur propos, et que les survivants ont dû quitter leur terre pour se réinstaller en Grèce, un pays qu'ils ne connaissaient pas. De leur côté, les Ukrainiens occidentaux se sont retrouvés au cœur des combats menés contre l'État bolchevique instauré par Lénine et de la répression impitoyable menée à leur encontre par son successeur Staline. Je vais maintenant revenir sur les années de jeunesse de ces deux autocrates. Le jeune Recep a passé son enfance à Rize, où son père était capitaine de navire et membre des gardes-côtes turcs. Alors qu'il a 13 ans, sa famille s'est installée à Istanbul. Il vend des simites, ces petits pains en anneaux, dans les rues de la métropole. Ses parents l'envoyèrent étudier dans une école religieuse qui formait des imams et des prédicateurs, le lycée Imam Hatip. Ce type de lycée est très prisé en Turquie dans les familles traditionnalistes, même s'il ne destine pas nécessairement à la carrière d'imam. À 16 ans, Recep Tayyip Erdogan a remplacé l'imam de la mosquée pour réciter des prières à l'occasion des naissances ou pour organiser les rituels des décès. Recep Tayyip Erdogan affirme avoir obtenu un diplôme après 4 années passées à la faculté des sciences économiques et administratives de l'université de Marmara à Istanbul. Cependant, en 2014, l'opposant Ömer Basoglu a accusé le président de falsification et il a affirmé ne jamais avoir croisé Erdogan dans cet établissement. Après la publication de ces accusations, Ömer Basoglu a été victime de pression et de harcèlement. Il a été retrouvé mort quelques mois plus tard, en mars 2015, peut-être de maladie, bien que la thèse d'un assassinat ait été également évoquée, en particulier par l'opposition. Recep Tayyip Erdogan a étudié la politique à Istanbul et il a travaillé comme employé de l'entreprise de transport de la municipalité et ainsi qu'en tant qu'entrepreneur indépendant. Au milieu des années 70, il a adhéré et est devenu président de la section stambouliote de l'organisation de jeunesse du Parti du Salut National, le MSP, un parti islamiste alors dirigé par Necmettin Erbakan. Au milieu des années 70, Erdogan écrit, dirige et interprète le rôle principal d'une pièce de théâtre avant-gardiste et conspirationniste intitulée Maskomia, qui est un néologisme turc qui mêle les mots de maçon, communiste et yahoudi, c'est-à-dire maçon, communiste et juif en français. Cette pièce présentait la franc-maçonnerie, le communisme et le judaïsme comme des périls menaçant la Turquie. Sa carrière politique a été interrompue par le putsch militaire du 12 décembre 1980 et l'interdiction faite aux membres de son parti d'exercer tout mandat. Mais dès 1983, Erdogan est redevenu actif politiquement dans le Parti de la Prospérité, dont le chef n'était autre que Necmettin Erbakan, déjà cité, et qui était lié à Erdogan au sein du MSP. Les deux hommes ont fini par rompre politiquement en 1999. En mars 1994, Recep Tayyip Erdogan a été élu maire d'Istanbul grâce à une image de porte-parole de l'anticorruption, candidat du Parti de la Prospérité d'obédience islamiste. Ses opposants lui concèdent quelques réussites. Il a en particulier développé l'accès à l'eau courante, tandis que les coupures d'électricité ou d'eau se sont faites plus rares et que ses grands projets d'infrastructure comme le métro ont été réalisés. Sa gestion des ordures et des services municipaux a également été considérée comme étant des succès à mettre à son actif.
Comme promis durant sa campagne, le nouveau maire d'Istanbul a affiché sa volonté de réduire la corruption. En mars 1995, les quartiers Alevis, les Alevis sont une minorité religieuse au sein de l'islam, les quartiers Alevis d'Istanbul ont été attaqués par des escadrons de la mort liés à la police. S'ensuivirent des manifestations au cours desquelles 22 Alevis furent tués. Malgré la popularité du maire, les milieux laïcs, particulièrement les militaires, demeuraient très suspicieux quant aux velléités d'islamisation de la municipalité. Ainsi, à partir de 1996, alors qu'Erdogan était donc, nous l'avons vu, maire de la ville, quelques établissements publics dépendant de la municipalité ne servaient plus d'alcool. À une journaliste étonnée de cette mesure, il a répondu « Je suis l'imam d'Istanbul ». Le 21 avril 1998, Erdogan a été condamné à une peine de 10 mois de prison pour avoir, lors d'un meeting en 1997, à Siirt, dans l'est du pays, repris une citation du poète nationaliste Ziya Gökalp, qualifiée d'incitation à la haine. Je cite « Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. » Fin de citation. Conduit en prison de son propre aveu, il a mal vécu son séjour derrière les barreaux. À sa sortie de prison le 24 juillet 1999, Erdogan a radicalement changé de tactique et renoncé à affronter directement les militaires. En 2001, Erdogan a cofondé le Parti de la justice et du développement, l'AKP, parti conservateur et islamiste. L'AKP est sorti vainqueur des élections parlementaires de 2002, mais Erdogan, à l'époque, ne pouvait pas immédiatement remplir la charge de Premier ministre du fait que le titulaire de la fonction devait être élu au préalable député, ce qui n'était pas le cas d'Erdogan, car sa candidature aux législatives avait été invalidée du fait de sa condamnation de 1998, qui le privait de toute activité politique pendant 5 années. N'occupant aucun poste politique hormis celui de président général de l'AKP, il était considéré comme le dirigeant de fait du gouvernement, faisant la tournée des capitales européennes, tandis que son bras droit, Abdullah Gül, occupait le poste de Premier ministre. Pendant ce temps-là, à la Grande Assemblée nationale de Turquie, la majorité a changé certaines lois ainsi que la Constitution en faveur d'Erdogan afin qu'il puisse se présenter en tant que député malgré sa condamnation. Cette élection partielle s'est déroulée donc uniquement dans la ville où il avait tenté de se présenter, et son entrée à la Grande Assemblée nationale de Turquie comme député de Siirt lui a permis de devenir chef du gouvernement à partir de mars 2003. Durant ces années de marche vers le pouvoir, Erdogan et le prédicateur islamique Fethullah Gülen se sont appuyés l'un sur l'autre au fil de leur carrière politique respective afin de gagner en influence, en pouvoir et en réseau. Gülen faisait notamment profiter Erdogan de son impressionnant empire commercial, de son réseau de médias en Turquie et à l'étranger, de ses banques qui ont facilité le mouvement et le transfert de fonds entre le monde occidental et le Moyen-Orient, et finalement des milliers de fidèles qui travaillaient à des postes gouvernementaux en Turquie même. Cette collaboration s'est poursuivie jusqu'au début des années 2010 et jusqu'à leur rupture. Et Fethullah Gülen est désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1. Il est réfugié aux États-Unis. Passons maintenant à Vladimir Poutine, qui était issu d'une famille ouvrière dont il était le 3e enfant. Ses parents avaient auparavant eu 2 fils, Viktor Poutine et Oleg Poutine, nés dans les années 30 mais décédés en bas âge. Le père de Poutine était soldat de l'armée rouge dès 1941. Il appartenait aux divisions positionnées autour de Leningrad, le long de la Neva, et il fut alors gravement blessé à la jambe gauche. Sa mère survécut aux 872 jours du siège de Leningrad durant la guerre, bien qu'un temps laissée pour morte et sauvée par son mari de retour de l'hôpital. Après la guerre,
le couple travailla à l'usine ferroviaire de Leningrad. Quelques jours après sa naissance, la mère de Vladimir Poutine demanda secrètement que son fils soit baptisé dans la cathédrale de la Transfiguration, alors que le baptême pouvait être sévèrement puni en Union soviétique. Vladimir Poutine était un élève médiocre et bagarreur, jusqu'à sa rencontre avec une institutrice qui le guida vers la découverte de la culture et des arts, ce qui l'amena à être un visiteur régulier des musées de Leningrad. Vladimir Poutine pratiqua dans sa jeunesse la lutte russe, le sambo et le judo dès l'âge de 11 ans. Il fut plusieurs fois champion de sambo de Leningrad. En 1973, il s'est vu conférer le titre de maître des sports de sambo et en 1975 de judo. Poutine poursuivit des études de droit à l'université de Leningrad. Il obtint son diplôme en 1975 avec un mémoire sur, je cite, « le principe du commerce de la nation la plus favorisée en droit international ». Poutine parle couramment l'allemand, ayant travaillé et vécu plusieurs années en République démocratique allemande, mais il maîtrise très peu l'anglais et préfère utiliser des interprètes dans ses conversations avec des anglophones. D'après son propre récit, Poutine a essayé sans succès de se faire embaucher au KGB dès l'âge de 16 ans. Après ses études universitaires et une formation initiale sommaire, dont on ne sait pas grand-chose, il entra au service territorial décentralisé du KGB, la direction du KGB pour la ville de Leningrad et sa région, où il servit pendant plusieurs années, d'abord comme subalterne, ensuite comme officier opérationnel dans le service de contre-espionnage local, chargé en particulier de la lutte de la police politique contre les dissidents et autres éléments anti-soviétiques. Il s'est marié en 1983. Avec le grade de commandant, il fut envoyé en 1984 suivre pendant une année une formation à l'Institut Andropov, également Institut du Drapeau Rouge, à Moscou, une formation qui le destinait à devenir espion. Pendant cette période, il portait le nom de code de Platov. À l'issue de sa formation à l'Institut du Drapeau Rouge, Poutine n'a pas été affecté dans une unité du siège du KGB à Moscou, mais il a été renvoyé à Leningrad, dans l'unité locale, sous la tutelle de la première direction générale du KGB, le service de renseignement extérieur. Il passa ensuite dans la réserve active du KGB pour se préparer à une mission opérationnelle en République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est. À partir d'août 1985, il officia pour son premier poste à l'étranger à Dresde, donc cette grande ville de RDA, officiellement comme employé consulaire, mais dans la réalité pour recruter des espions en tant que major des services secrets russes. Il chercha notamment à contraindre un professeur de médecine à lui donner accès à une étude sur des poisons mortels qui ne laissaient presque aucune trace, en le faisant chanter avec des éléments pornographiques. Après la chute du mur de Berlin, il empêcha des Allemands d'entrer dans les bureaux du KGB afin de les mettre à sac et de piller les dossiers, allant jusqu'à détruire lui-même les documents compromettants et secrets. Il fut rappelé en Russie en février 1990 dans le contexte de la réunification allemande. D'après le média allemand Correctiv, il doit son retour au fait que Werner Grossmann, dernier dirigeant des services d'espionnage à l'étranger de RDA, révéla à ses collègues du KGB que Poutine recrutait des agents de RDA dont la couverture avait été cassée, ce qui engendrait un risque important pour le KGB. Avec la réunification allemande et le démantèlement des installations du KGB en République démocratique allemande, le lieutenant-colonel Poutine retourna à Leningrad pour y reprendre son service opérationnel dans la direction locale du KGB, avec la couverture de poste de conseiller aux affaires internationales du recteur de l'université de Leningrad, Anatoly Sobchak, qui avait été son professeur 15 années plus tôt à la faculté de droit. En juin 1991, Sobchak, démocratiquement élu à la tête du soviet de Leningrad, c'est-à-dire la mairie de la ville,
invita Poutine à devenir son conseiller aux affaires internationales. Poutine accepta tout en restant à son poste au KGB. Poutine prétend avoir donné sa démission officielle du KGB le 20 août 1991 lors du coup d'État contre Gorbatchev, mais elle n'aurait pas été acceptée. Sa démission n'a été acceptée que plus tard, mais il n'y a aucun élément officiel qui le prouve sans ambiguïté. De 1992 à 1996, Poutine est l'une des personnalités les plus influentes de la politique municipale, l'éminence grise de Sobchak. Il devient responsable des relations extérieures de la mairie et à partir de 1994, premier adjoint. Selon l'ancien enquêteur Andrei Zhikov, Anatoly Sobchak et son adjoint Vladimir Poutine sont en quelque sorte devenus les chefs de la mafia de Saint-Pétersbourg, et c'est à cette époque que naquit un modèle de corruption autour de Vladimir Poutine, dont l'entourage d'alors l'a accompagné ensuite jusqu'au Kremlin. À l'automne 1995, Sobchak l'a nommé président de la section locale du parti Notre Maison, la Russie, le parti du président du gouvernement, Tchernomyrdine. Il fut chargé de diriger la campagne des élections législatives dans la région pour le compte de ce parti. Resté fidèle à Sobchak malgré la défaite de ce dernier à l'élection municipale de 1996, il a démissionné en 1996. En août 1996, il fut nommé à Moscou adjoint de Pavel Borodine, le directeur du département de l'administration des propriétés présidentielles. En mars 1997, il entra à l'administration présidentielle pour en devenir chef adjoint et devint en parallèle chargé du département principal de contrôle. Ce département est accusé par certains d'avoir été un mini KGB. Vladimir Poutine devint ensuite, à partir de mai 1998, vice-directeur de l'administration présidentielle chargé de la gestion des relations avec les régions, toujours avec une importante influence au sein du pouvoir. En juillet 1998, il fut nommé directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, successeur du KGB, un poste qu'il occupe un peu plus d'1 an jusqu'à sa nomination à la fonction de président du gouvernement le 9 août 1999. Il a en parallèle un poste de secrétaire au Conseil de sécurité de la Russie. Voilà donc les deux itinéraires de ces jeunes gens qui, au fil des ans, sont devenus de véritables autocrates et qui se sont lancés dans des aventures militaires extérieures, en Syrie pour Erdogan, ainsi qu'en Irak. Et Erdogan a également relancé et soutenu la colonisation à Chypre Nord, tandis que Poutine s'est lancé dans l'aventure que l'on sait, d'abord en Géorgie, puis en Ukraine. Pour terminer, je voudrais aborder une autre actualité qui semble sans lien avec ce qui précède, mais qui en fait a un lien direct. J'ai appris que le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, devait se rendre en Azerbaïdjan mardi 30 mai pour une visite destinée à renforcer les liens stratégiques entre Israël et ce pays musulman chiite qui partage une longue frontière avec l'Iran. Durant ce séjour de 2 jours, il est prévu qu'Herzog rencontre son homologue azéri, Ilham Aliyev, et qu'il participe à un événement spécialement organisé pour marquer le 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Le président Ilham Aliyev devait accueillir Herzog et son épouse Michal au palais présidentiel avec une garde d'honneur avant une réunion diplomatique qui devait précéder un déjeuner officiel partagé par les 2 couples présidentiels. Rappelons ici que l'épouse du dictateur azéri n'est autre que la vice-présidente de l'Azerbaïdjan et qu'elle doit cette fonction au seul fait qu'elle soit la femme d'Ilham Aliyev. Chaque pays du monde, et je tiens à être clair, a le droit souverain de mener la politique étrangère qui lui semble être la plus adaptée à la défense de ses intérêts économiques ou stratégiques. Dans le cas d'Israël, qui fait face à une menace mortelle de la part de la République islamique d'Iran, il n'est absolument pas surprenant que ce pays cherche à développer des relations avec des pays frontaliers de l'Iran, dans le but, dans un premier temps, de surveiller de près d'éventuels préparatifs hostiles à l'intérieur même de l'Iran, et le cas échéant, d'utiliser le ou les pays en question en tant qu'alliés dans l'éventualité d'un conflit ouvert entre Israël et l'Iran. Par ailleurs, même si Israël est devenu ces dernières années
un important producteur de gaz, le pétrole lui fait défaut. Or, l'Azerbaïdjan est un important producteur de pétrole et il est situé à une distance raisonnable d'Israël. Ce pays achète donc beaucoup de pétrole azéri acheminé par oléoduc jusqu'à un terminal turc non loin des ports israéliens. Mais Israël n'est pas n'importe quel pays. Il est aussi le foyer national d'un peuple victime du plus grand génocide du XXe siècle, le peuple juif. À ce titre, il a une responsabilité morale, en particulier en ce qui concerne la lutte contre toutes les tentatives de génocide. Or, Israël n'a toujours pas reconnu le génocide perpétré contre les Arméniens à partir de 1915 dans l'Empire ottoman. Or, ce génocide peut être considéré par sa méthodologie et par l'idéologie qu'il inspirait comme ayant été un précédent qui servit de modèle et d'inspiration aux nazis dans l'organisation et la perpétration de la Shoah un quart de siècle plus tard. Il est donc particulièrement choquant de voir Israël armer le régime de Bakou, ce qui a permis à ce dernier, avec le soutien de la Turquie d'Erdogan, de mener sa guerre de l'automne 2020 contre les Arméniens du Haut-Karabakh et contre l'Arménie. Ce qui se trame aujourd'hui dans le Caucase, avec entre autres le blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, n'est autre que la continuation de ce que le régime jeune turc avait accompli contre les Arméniens en 1915-1916. Il est donc particulièrement épouvantable de voir le président de l'État d'Israël fouler le tapis rouge, un tapis assurément rouge de sang, au palais du dictateur corrompu Ilham Aliyev. Je vous remercie, chers amis, pour votre attention et je vous laisse méditer mes dernières paroles. À la semaine prochaine.